Les chercheurs d'ombre de Moussa Kanté. Aujourd'hui, le chômage frappe la majorité de la jeunesse dans ces pays où il y a tout à faire. La délinquance fiscale, la prostitution, le mensonge et le vol sont devenus la panacée des Africains au quotidien. Partir en Europe devient le dernier recours de toute cette jeunesse abusée. Elle part fuyant la misère par tous les moyens, le bateau, l'avion, le train et quelquefois même à la nage ou simplement dans le train d'atterrissage d'un avion au risque d'y perdre sa vie. Les chercheurs d'ombre de Moussa Kanté, les chapitres ont été restructurés. Chapitre 4. La nuit ne tarda pas à tomber. Ce jour-là, comme par enchantement, il y avait de la lumière dans toute la ville, de Boulbiné jusqu'à Sangoya. Au-dessus de la ville, l'éternelle lune disputait une compétition avec les rares lumières des lampadaires. Le long des trottoirs, on voyait çà et là des amoureux qui se promenaient la main dans la main. Les rues de Conakry furent prises d'assaut par les danseurs de Sabar. À d'autres endroits, de grands carrefours furent investis par des enfants qui avaient dressé des barrages pour jouer au ballon sous l'applaudissement des vieux fonctionnaires déflatés. Il était 21 heures passées, Benzo ne voyait pas Sayon arriver, il commençait à comparer Fatim et Sayon. Quand Fatim ne s'autorisait pas une minute de retard, Sayo s'en foutait royalement. L'essentiel était que toutes les deux venaient au rendez-vous, convenues quand elles le promettaient. Benzo commençait à s'impatienter. Il aurait voulu rendre visite à un copain, pas très loin, mais évita de s'absenter. Soudain, il entendit la voix de la petite Marie qui discutait avec une adulte. Il reconnut alors la voix de Sayon. « Bonjour Marie, c'est toi, la femme de Benzo, n'est-ce pas ? Où est-il ton mari ?» La petite fille, fière d'être appelée la femme de Benzo, se tordit sur elle-même comme un serpent. La figure illuminée lui répondit. « Il est dans sa chambre. Au fait, Sayon, pourquoi ne venais-tu pas nous voir ? Ma chérie, j'étais trop occupée. Mais c'est fini. Tu me verras maintenant plus souvent. » Sayo entra dans la chambre où Benzo l'attendait, plus ou moins furieux. « Franchement, je ne te comprends pas. Regarde l'heure. Benzo, avant de m'agresser, réponds d'abord à mon salut. Si tu ne veux pas venir me voir, dis-le moi clairement, mais ne me fais pas poireauter comme aujourd'hui. Où peut-on aller maintenant ? Tu sais très bien que pour sortir de chez moi, je suis obligée d'attendre que mon père rentre se coucher. Il va falloir que ton père réalise que tu n'es plus une petite fille. Maintenant, passons aux choses sérieuses. » Il tira Sayon près de lui dans le lit où il était assis. Sayo lui résista en s'accrochant à la chaise. Il se leva, alla augmenter le volume de la radiocassette pour rendre leur voix inaudible. Il alla à la porte, tira le rideau, puis revint auprès d'elle. Il la tira de nouveau dans le lit, commença à l'embrasser. Évoluant dans ses caresses, il glissa lentement et obstinément sa main sous le pagne de Sayo, qui l'arrêta net et lui dit « J'ai vu aujourd'hui la lune. Ah, c'est vrai d'ailleurs, tous les enfants sont dehors et dansent au clair de lune aujourd'hui. Benzo, ne joue pas au naïf, ce n'est pas de la lune qui brille dont je te parle, il s'agit de la lune des femmes. » Benzo faisait toujours semblant de ne vraiment pas comprendre de quoi il s'agissait. « Explique-toi mieux, sincèrement, je ne te comprends pas. Si tu veux, et en d'autres termes, je veux te dire que je suis indisposée, que j'ai vu mes règles. » Pour ironiser, Benzo répliqua « Moi, je suis là avec mon équerre. » Il voulut continuer à la caresser, mais Sayon le repoussa très énergiquement. « Cesse de jouer au têtu. Je te dis que je suis indisposée, alors je te prie de rester tranquille. Je suis venue, chérie, simplement pour te tenir compagnie. D'ailleurs, as-tu acheté le préservatif ? » « Non, je me suis informée, il paraît que ça coûte très cher. Ne me prends pas pour une idiote, Benzo. Le préservatif Prudence coûte 250 francs guinéens, moins cher qu'un paquet de cigarettes. Comment as-tu su tout cela ? Donc tu l'utilises depuis longtemps avec les hommes ? » Sayon sourit et comprit qu'elle avait rendu Benzo jaloux. Il commença à se racler la gorge. Elle savait que quand Benzo se raclait la gorge, c'est qu'il était très affecté. Pour lever tout équivoque, elle lui dit « Le jour où je te tromperai, je viendrai te le dire et je t'annoncerai qu'il n'y a plus rien entre nous. »
Ces mots rassurants firent tomber sa fièvre. Tu devais m'expliquer quelque chose, mon cher. Oui, effectivement, j'en venais. Te rappelles-tu du frère de mon père qui est décédé dans un accident de la circulation il y a 3 ans? Oui, ton oncle Alcali, le père de Fatim. Eh bien, c'est un de mes amis qui vit en France qui voudrait justement épouser Fatim. Mais voyons, Benzo, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout Conakry connaît Fatim, c'est une petite dévergondée. On l'appelle le paillasson des gros taux. Et tu veux laisser un ami épouser une telle pourriture? Arrête, Sayon, de traiter ma cousine de la sorte. Je ne te permets pas de t'attaquer de cette façon à un membre de ma famille. Pour éviter tout conflit, Sayon lui présenta ses excuses et lui promit de ne plus parler de cette cousine. Tu sais, reprit Benzo, Fatim est une fille très canaille, je dirais même proche du libertinage, mais elle a un bon fond, elle est très généreuse. Tu constateras d'ailleurs qu'elle est très proche de moi depuis le début de cette histoire. Elle m'a déjà présenté son copain Sori, qui est un des responsables du ministère des Finances. C'est lui d'ailleurs qui me cherche actuellement du travail. C'est bien louche tout cela, Benzo. Veux-tu que je te dise la vérité? Quelle vérité? Écoute-moi bien. Tu veux laisser ta cousine épouser un ami tout en sachant comment elle se comporte avec un autre homme et de surcroît tu acceptes les services de son amant. Et alors, qu'est-ce que tu me reproches dans tout cela? Je ne te reconnais pas franchement. Tu trompes ton ami et tu aides ta cousine à tromper son copain. Gêné par les propos qu'il venait d'entendre, Benzo promit de donner des conseils à Fatim. Les principes de son héros ne permettent à aucune façon à Benzo de lui en dire plus au risque de la perdre. La nuit avançait, on n'entendait plus les bruits des tam-tams. Sayon décida de rentrer chez elle et la raccompagna jusqu'à la gare voiture de Mafanko où elle s'embarqua. Au moment où le chauffeur redémarrait, Benzo remit rapidement 2000 francs guinéens à Sayon qu'elle n'eut même pas le temps d'apprécier. Lentement, le vieux taxi Toyota s'éloigna avant de disparaître dans ses propres émissions de dioxyde de carbone. Sur le chemin de retour, Benzo croisa quelques noctambules qui s'autorisaient encore de vadrouiller, mettant à profit le clair de lune. La nuit était calme. Seuls quelques aboiements de chiens errants perturbaient ce silence. Malgré lui, il fit son introspection, il réalisait son ignominie et chaque mot de Sayon résonnait dans sa tête comme un coup de massue. Honteusement, il entreprit une très longue méditation. Il se demandait s'il fallait continuer l'élaboration de ce projet dégradant et humiliant. Il commençait à s'habituer à l'argent facile que Fatim lui procurait. Il avait mis le doigt dans cet engrenage clinquant. Il cherchait toujours un prétexte pour rencontrer Fatim, mais ce jour-là, il avait une bonne raison de justifier cette rencontre. Il devait apporter la lettre de Madou à Fatim. Cependant, la peur d'éveiller la méfiance de Fatim le mettait très mal à l'aise. Il tourna et retourna la question 1000 fois dans sa tête jusqu'au moment où Morphée vint le prendre dans ses bras. À 5 heures du matin, il se réveilla en sursaut, pris par une grosse angoisse. Il s'assit sur son lit, pensa à sa mère qui était décédée depuis bientôt 2 ans, prit de l'eau dans le canari qu'il avait dans sa chambre, ouvrit la porte et procéda à une libation. Il voulut refermer les yeux quand il se recoucha, mais la lettre ne lui laissait aucun droit à la tranquillité. Son front ruisselait de sueur. Il se leva de nouveau, s'approcha de sa table, prit sa pile de papier et commença à reproduire la lettre de Madou en remplaçant le nom de son père par le sien et son nom par le nom de Fatim. Ainsi, le tour était joué. Pour éviter toute maladresse, il s'appliqua à reproduire presque exactement le graphisme de Madou. Au bout de 3 essais, le résultat était irréprochable. Content de sa prouesse, il se recoucha soulagé et se rendormit très rapidement. Il ne se réveilla qu'à 11 heures. Dans la soirée, après sa toilette, il prit la nouvelle copie de la lettre qu'il mit dans l'enveloppe et alla rencontrer Fatim la nuit, sans rendez-vous préalable, étant donné qu'il n'avait aucun autre moyen de communication avec elle, si ce n'est
En se déplaçant, il arriva chez elle à 21 heures et où il ne trouva qu'Ouri, la domestique qui balayait la terrasse tout en chantant. « Bonjour Ouri, pourrais-je voir ta patronne ?»« Monsieur, je vous prie de prendre place, ma patronne est partie chez sa copine. Tu ne sais pas quand reviendra-t-elle ?»« Monsieur, je ne pourrai vous dire plus. Je sais qu'elles mangeront ici aujourd'hui. Dans ce cas, je vais attendre. Certainement qu'elles ne vont pas tarder à venir. » Benzo regrettait de n'avoir pas en sa possession un journal qu'il aurait pu lire en attendant l'arrivée des filles. Il commençait à somnoler sur la chaise quand un taxi klaxonna devant le portail de la cour. Ouri accourut pour ouvrir. Le taxi entra et se rapprocha autant que possible de la maison. Fatim et Dramé en descendirent. Ouli alla refermer le portail après le départ du taxi et Fatim, apercevant de loin un visiteur, finit par reconnaître Benzo. « Mon cher cousin, je ne veux plus t'adresser la parole. Ça fait 4 jours que je n'ai pas de tes nouvelles. Ce soir même, je parlais de toi à Dramé, mon ami. Tiens, Dramé, je te présente mon cousin. Tu sais, je t'avais dit que c'est lui qui fut mon protecteur quand nous étions petits. Et aujourd'hui, il est bien mon bienfaiteur. Cousin, Dramé, ma moitié, nous ne nous cachons rien. Je lui ai déjà parlé de notre projet. Enchanté, Dramé, de faire votre connaissance en lui lançant un regard admiratif. Vous pouvez me tutoyer, répliqua Dramé. Je deviens aussi ta cousine par alliance et je t'assure que je suis également très enchantée de faire ta connaissance. Fatim m'a tout dit et nous sommes 3 complices, d'accord ? D'accord, Dramé, c'est parfait. Cher cousin, as-tu des nouvelles pour moi ? Eh oui, ma chère, et de très bonnes. Il plongea sa main dans sa poche et en sortit une lettre qu'il tendit à Fatim. Les mains tremblantes, elle fit appel à Dramé pour lire avec elle le courrier. À la fin de la lecture, on remarquait ses yeux larmoyants. Elle appuyait ses mains contre sa poitrine comme pour empêcher son cœur de sortir de sa cage. Elle remercia Benzo en sanglotant. Moi, Fatim en France, ô Seigneur, tu es grand. Fatim en France, je n'en reviens pas. Je vais enfin fouler le sol des Blancs. C'est mon Dieu qui veut que je marche sur les Champs-Élysées. Personne ne m'empêchera. Fatim, je comprends ton émotion, c'est le prix de ta gentillesse et de ta beauté. Tu le mérites. Maintenant, les filles, je vais devoir vous quitter. C'est vrai, rentre vite, la nuit est dangereuse. Il y a trop de bandits dans cette ville. Elle lui tendit alors 20 000 francs guinéens en le remerciant. Je te prie, Benzo, de répondre vite à Madou et lui expliquer les conditions du mariage. Je passerai te voir vendredi prochain à 18 heures. Sori sera de retour, mais nous pourrons nous voir que le samedi après-midi. Il rentrera très tard. Tout en exprimant sa joie pour sa copine, Dramé ne tarda pas à solliciter de la bienveillance de Benzo à son endroit. « Cher cousin, tu es un ange. Peux-tu trouver pour moi aussi un de tes amis ? J'en ai marre, moi aussi, de vivre ici dans ces conditions. On verra cela plus tard, s'il plaît à Dieu. » Il prit congé des filles. À la gare voiture de Bondy, il descend d'un premier taxi pour un deuxième qui l'amena à Koleya. En son fort intérieur, il était très content de lui, même pour la précision et la finesse de sa roublardise. Après son départ, lorsqu'elles furent que toutes les deux, Dramé commença à évoquer ses inquiétudes. « Fatim, à ta place, je consulterai les marabouts pour qu'ils m'aident à faire un bon choix et voir mon avenir. Oh, je pense qu'il n'y a rien à voir, c'est clair, non ? Je sais, mais essaye d'avoir une consultation chez Karamoko Touba. Il est très puissant. Puisque tu le dis, ma chérie, pour te faire plaisir, je le ferai dès vendredi. » Comme prévu, le vendredi arrivé, à 4 épingles, Fatim sortit plutôt de chez elle pour aller consulter le marabout avant de se rendre au rendez-vous avec Benzo.